Voilà, nous sommes heureux d'accueillir Bruno Marmiroli qui nous a rejoint à l'instant. Il est architecte de DPLG, paysagiste, diplômé en histoire des techniques. Il avait cofondé un atelier de paysage, puis a dirigé un CAUE, les CAUE malmenés en ce moment, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, celui du Loir-et-Cher, avant de rejoindre la mission Val-de-Loire comme directeur depuis octobre 2018, si mes sources sont bonnes. Elles sont bonnes. Et vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont certains qui sont dans la bibliothèque du master, notamment celui sur les jardins de l'Antiquité. Peut-être plus lié à nos sujets d'aujourd'hui, un ouvrage qui s'appelle Jardin et eau, des idées pour économiser la ressource. Donc, ça n'est pas d'aujourd'hui que vous vous intéressez à l'eau. Et nous vous remercions, Jean-François et moi, de venir partager cette expérience au long cours et ces transformations finalement du regard de l'eau, peut-être que vous avez pu observer, du regard sur l'eau, pardon, vous avez pu observer au sein de la mission et spécifiquement sur le statut récent de ce fleuve. Merci, Merci. merci pour cette introduction et merci pour cette invitation, surtout parce qu'effectivement, c'est une démarche en cours. Je vais essayer de vous raconter ce qui se passe, mais finalement, l'actualité est assez rapide, donc je vais essayer de la suivre, mais peut-être d'abord quand même replacer un peu la question sur laquelle on avait échangé, en disant que ça pouvait être effectivement un prisme intéressant pour alimenter ce séminaire. De vous partager un travail qui est mené actuellement sur les bords de Loire depuis quelques années. Ça a commencé en 2019, mais en fait, ça a commencé bien avant. Et de voir voilà, quels enseignements on peut en tirer, où on en est de cette dynamique, comment elle agit sur des représentations, des transformations, des liens et des relations. Hum, Bon, en partant d'un fait politique intéressant, effectivement, il y a quelques années, Loire, alors on va enlever l'article, est devenue citoyenne d'honneur de la ville de Tours, accompagnée et honorée par l'édile, le maire actuel, qui a été réélu, Emmanuel Denis. Bon, cet événement-là, il a marqué plutôt assez symboliquement, mais les symboles ont quand même un sens, en particulier dès lors qu'il s'agit de réfléchir à notre relation avec les entités naturelles. Et donc, je vais commencer par ça, c'est-à-dire redire, si ça marche. Alors, attendez, on va y arriver. Ah oui, voilà, pardon. Redire que finalement, dans un premier temps, on va quand même étudier le fait que la ville de Tours est une ville fluviale. Bon, ce qui justifie évidemment que sa relation à l'eau est particulière, très étroite, voire totalement intriquée dans l'évolution du projet urbain. Dans un deuxième temps, je vais essayer de vous raconter cette histoire d'un demi-siècle à peu près de visions tout à fait antagonistes, pour ne pas dire totalement opposées, voire conflictuelles entre des courants politiques qui vont finalement définir un peu le destin de l'aménagement et des formes de la ville contemporaine. Et puis enfin, ce qui émerge dans les années 2020 sur une question anthropologique qui suit un peu le courant proposé par Philippe Descola autour de l'anthropologie de la nature, sur une redéfinition des relations au sein de la communauté des vivants, entre les humains et les non-humains. Voilà. Je vais essayer de tenir les délais. Ça va être très bref. Il y aura forcément des coupures, mais voilà, la présentation, et je pourrais vous indiquer des ouvrages qui traitent de manière beaucoup plus détaillée et fine de ces questions-là. D'abord, Tours, ville fluviale. Alors, ça paraît évident quand on connaît Tours, encore que. Finalement, Tours, je ne sais pas si tout le monde a la localisation de Tours en tête, parce que vu de Paris, c'est toujours tout est un peu loin, et Tours n'est pas une ville très très grande, hein, c'est environ 150 000 habitants intramuros, 300 000 quand on compte la métropole, mais il se trouve que c'est une ville interfluve, c'est-à-dire qui se trouve véritablement sur une terrasse alluviale entre la Loire, qui coule principalement au nord de la partie historique, et le Cher, qui se trouve au sud, et vous le voyez. Ce que vous voyez en jaune sur la carte, c'est le périmètre UNESCO, donc c'est le périmètre spécifique sur lequel je travaille, mais Tours ne peut pas être déconnecté, et le destin et l'avenir et la relation de Tours au fleuve ne peut pas être décorrélé de la Loire, c'est-à-dire de ces 1000 et quelques kilomètres de fleuve, mais surtout d'un bassin versant. Hein, et c'est un bassin versant qui est assez conséquent, puisqu'il s'agit du premier bassin versant
fluvial en France, 117 000 km², dont la partie la plus méridionale se trouve sur le plateau ardéchois, c'est-à-dire aux sources de la Loire, mais qui, vous voyez, remonte, va chercher le massif armoricain pour finir jusqu'à l'Atlantique, à l'estuaire de Saint-Nazaire. Donc la destinée de Tours est difficilement dissociable finalement de d'autres villes ligériennes comme Orléans, Blois, Angers, qui est un peu sur la Maine, mais quand même relativement ligérienne, et évidemment Nantes, pratiquement sur la façade atlantique. Il faut faire un peu de géologie, et puis plus généralement de géomorphologie. Tours est une ville qui se trouve, je vous le disais, sur cette partie centrale, voilà, vraiment au milieu, entre les coteaux, donc dans ce qu'on appelle le lit majeur du fleuve, c'est-à-dire l'espace qu'occupe le fleuve quand il est en forte crue. Donc il va occuper la totalité de la terrasse alluviale entre le coteau nord et le coteau sud, c'est-à-dire cette section-là fait environ 5-6 km au niveau de, si je coupais au niveau du pont et de la rue nationale, c'est-à-dire la rue principale de Tours qui va du nord au sud. Et vous le voyez, un massif calcaire, en gros le massif parisien, hein, donc la Loire vient inciser le massif parisien, chercher un peu de sédiments dans les sables de Sologne. Et puis du côté ouest, plus elle s'éloigne, plus elle quitte le massif calcaire, donc qui vont donner évidemment les craies, le tuffeau, etc., pour rentrer complètement à gauche de la carte, dans le massif armoricain, où on va là avoir donc, passer de roches sédimentaires à des roches volcaniques. Cette particularité-là va évidemment dessiner une topographie de l'hydrosystème qui est tout à fait singulière. 5 km, je vous disais, de lit majeur et une topographie de micro-relief compris entre 53 mètres, 50 à 60 mètres, on va dire, pour la partie urbanisée de Tours, donc la partie la plus ancienne étant le quartier de la cathédrale. Et puis on est finalement très très proche des niveaux d'eau qui sont entre 45 et 50 mètres. Et vous voyez, le coteau, lui, marque une césure nette dans la topographie, puisqu'on est assez rapidement à 30-40 mètres au-dessus du niveau d'eau. Mais on le voit sur cette carte topographique, dès que si l'eau montait de manière significative, et ça arrive ponctuellement, l'ensemble finalement de cette grande terrasse alluviale partiellement comblée, occupée par la ville de Tours et quelques villes périphériques, serait totalement inondée. Donc la question du rapport de Tours au fleuve est déterminante et c'est évidemment une trajectoire, une question qui remonte aux premières implantations. L'actualité nous a rappelé avec force que les crues étaient encore tout à fait significatives dans le bassin de la Loire, hein. La ville d'Angers a été très touchée cette année. La ville de Tours a été beaucoup plus épargnée, mais nous avons tous, nous, les yeux rivés quotidiennement l'hiver, hein, sur notre petite appli qui s'appelle Vigicru, hein, qui nous donne les débits et les hauteurs d'eau et qui nous permet d'avoir une anticipation d'environ 48 heures sur les montées d'eau. Vous voyez là, ça c'est les relevés d'hier. Nous sommes ici dans la partie jaune. Vous voyez que c'est relativement bas, avec des débits qui sont autour de voilà, peut-être 100-200 mètres cubes hein, ici. Mais nous étions le 14 février, je crois, non, le 20, fin février, 24 février, pardon, à 2000 mètres cubes. On a une amplitude de volume qui peut aller, enfin de débit, qui peut aller de 1 à 100 à peu près. On peut passer à, alors c'est rare, mais on peut dépasser les 4000 mètres cubes. Vous le voyez, l'échelle monte à 4000 mètres cubes. Et on a dans des périodes d'étiage très fort, c'est-à-dire à des moments où le fleuve est vraiment très bas, des débits au niveau de Tours, donc de la station de contrôle de Tours, qui sont inférieurs à 50 mètres cubes. Donc une amplitude très, très forte qui va évidemment induire des politiques d'aménagement qui sont un peu différentes et un rapport au fleuve un peu différent. En l'absence de crue, la mémoire de la crue a tendance à s'effacer et on vit de toute façon très sereinement comme si nous n'étions pas, comme si les Tourangeaux n'étaient pas du tout affectés ou impactés par la présence, l'omniprésence de l'eau, que ce soit au nord de la Loire ou au sud du Cher. Pour autant, voilà des photos qui parlent d'elles-mêmes, hein. Nous sommes fin février 2028 et vous voyez que la ville, là, un certain nombre d'îles
qui viennent couper. Là, on est c'est la Loire, hein, que vous voyez juste sur la photo. La Loire s'est donc invitée sur les quais ont été totalement submergés, une partie des îles également. Et dans le dos du photographe, on a l'île aux Carques, qui est une île avec des implantations un peu, enfin, assez peu réglementées, a subi des dommages assez conséquents. Pas de quoi couper la ville, on n'est qu'à 2000 mètres cubes, mais on peut imaginer qu'effectivement, si on rajoutait encore 1000 mètres cubes, on aurait de l'eau vraiment dans toute la partie basse de la ville, sachant que le Cher est de l'autre côté, pas très loin, et que la topographie permettrait assez vite de les relier. Je vous interromps un instant. Vous avez dit 2028, ça n'était donc pas de la science-fiction, c'était 2018. Pardon. Vous avez dit que c'était une photo prise en Ah non, 2028. 2020, non, c'était cette année, pardon, 2026. 26. Non, non, pardon, excusez-moi. Non, non, c'est février, oui, c'est février 2026, pardon. Et si je prends la même photo depuis les rives du Cher, voilà, donc les plaines agricoles, zones de loisirs, zones d'équipement, tout est inondé, sauf les parties qui ont été exondées il y a quelques années, c'est-à-dire avant la loi sur l'eau. Donc on est là sur ce qu'on appelle la plaine de la Gloriette, et vous voyez que ce qui devient assez rapidement un bassin d'expansion des crues de Loire, et qui, alors la route est encore active là, mais on est pas très loin et assez proche du niveau où effectivement l'eau vient couper toutes les circulations vers l'ouest. Donc voilà le rapport particulier et quasi maintenant, pas quotidien, mais annuel des habitants et évidemment des élus locaux au fleuve. Et on va s'apercevoir que cette relation-là, elle a provoqué finalement un peu deux trajectoires politiques qui vont pas vous surprendre, hein, que vous connaissez, mais qui sont tout à fait opposées. La première, elle a été portée par un élu assez célèbre, puisqu'il a été maire de Tours de 1959 à 1995, je crois. Donc, quand même, une période un nombre de mandats assez conséquent. Il a été ministre de la Ville, il a été président de l'EPALA, établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents, et Jean Royer, qui a été un maire, député maire, très, très aménageur et qui, lui, voyait plutôt dans cette capacité de l'eau, finalement, à occuper le territoire, la nécessité de la contrôler. Trois photos aériennes de la plaine du Cher, juste pour vous illustrer effectivement le cours de la rivière avant sa canalisation, et puis les travaux menés sous l'autorité de Jean Royer qui vont conduire à finalement à un dessin, à une maîtrise et une domestication absolue du Cher qui va être totalement contrôlé, hein, et entièrement canalisé pour... Alors il y avait évidemment deux finalités: maîtriser les crues, bon ça va pas fonctionner, mais évidemment gagner des terres pour la reconstruction. Un Tours a été particulièrement affecté par les bombardements, puisque c'est un nœud ferroviaire, et donc les politiques d'aménagement, dont un des grands quartiers de l'époque, le quartier des Rives du Cher, qui va sortir de terre, voilà, entre 70 et voilà, autour des années 70, et qu'on voit ici, dont on perçoit les tours ici. Donc ça, c'est vraiment la politique portée à partir d'une période post-reconstruction, finalement d'extension urbaine de la ville de Tours et de mise en modernité, en marche finalement vers un progrès porté et vraiment défendu par Jean Royer. Et alors un phénomène qui va réveiller un peu les consciences, c'est l'effondrement donc de ce pont historique du XVIIIe, hein, qui est vraiment l'emblème de ces grands aménagements sur la Loire au XVIIIe siècle, qui était le XVIIIe siècle étant le siècle du fleuve du commerce, hein, puisque c'était le fleuve qui faisait vivre un peu une grande partie de l'économie, au moins du nord de la France. Et ce pont, le pont Wilson, va s'effondrer les 5 premières arches en 1978. Et c'est étonnant parce que l'analyse, alors, elle était évidente, hein. Pourquoi il s'effondre? Ben, il s'effondre parce que 78, c'est l'année de la sécheresse estivale. Mais c'est surtout qu'il a des fondations qui ne sont plus portées par, en tout cas, ou dont les pieux de fondation, hein, vous savez que c'est fondé, enfin, les piles reposent sur des pieux, et ces pieux-là, qui sont censés être enchâssés dans les sédiments du fleuve, ne sont plus à l'abri de l'air et vont pourrir. Et pourquoi ils ne sont plus à l'abri de l'air? Bah, parce que pour construire le quartier d'avant, comme de nombreux quartiers en France, on va prélever du sable de Loire. Et on va en prélever tellement
que, effectivement, on va créer une incision du lit du fleuve à telle enseigne que la ligne d'eau à Tours va descendre de plus d'1 mètre. Elle va descendre de 4 mètres à Nantes et elle sera d'environ d'1 mètre, 1,50 m à Tours. Évidemment, la première des conséquences, c'est de déchausser l'ensemble des infrastructures qui reposent sur ces sédiments, sur ces socles, sur ce qu'on appelle le matelas sédimentaire, qui va être considérablement altéré. Alors, deux façons de réagir. La première, c'est de dire, c'est une catastrophe, il faut absolument arrêter de ponctionner des sédiments. Il faut évidemment réfléchir aux conséquences de l'anthroposystème et de la façon dont on considère le fleuve comme un espace de prédation. Ça, c'est la façon qu'on pourrait estimer enfin, en tout cas en 2026. En 1978, ce n'est pas du tout la façon dont Jean Royer va considérer qu'il faut agir. Il va au contraire, lui, militer pour renforcer les leviers de contrôle sur les bassins versants. Donc oui, on arrête de ponctionner, d'enlever du sable ponctuellement, sur des tronçons, mais on va plutôt monter une structure, les PALA, qui va, elle, faire la promotion d'un aménagement massif de la Loire dans sa partie amont, c'est-à-dire autour du bec d'Allier, et donc de faire la promotion d'une série de barrages, 4 je crois, dans les années 80. Voilà, alors là, ce sont des photos. Alors, c'est marrant parce que c'est l'invitation qui m'avait été faite. J'ai replongé, je me suis replongé un peu dans les archives de la municipale. Là, c'est une photo que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en préparant cette intervention. Vous voyez le pont Wilson qui est ici, qui est effondré, hein, qui est brisé, et une passerelle qui a été construite par le régiment. Il y a un régiment militaire, donc du génie, qui a construit une passerelle en attendant que le pont soit consolidé. Et on voit Jean Royer là qui planifie finalement la suite des opérations, c'est-à-dire une reconstruction du pont Wilson et continuer, au mépris finalement de l'alerte, continuer des grands aménagements. Et là, on le voit aussi, il y a toujours des photos assez grandiloquentes comme ça, où il exprime avec des gestes un peu sa posture un peu démiurgique, c'est un peu caricatural, mais il est quand même souvent pris en photo comme ça. Et au milieu de grands plans, donc on voit bien l'urbaniste en chef qui agit sur la ville avec des capacités. Et il avait fait sienne la formule de Napoléon III, hein, et vous allez comprendre pourquoi. Je veux que les révolutions comme les fleuves rentrent dans leur lit. Napoléon III parle en 1857, hein, après la grande crue de 56. Il descend sur les bords de Loire et il annonce cette phrase. Alors lui, il avait connu une petite période révolutionnaire, donc c'était assez logique, mais Jean Royer était totalement imprégné de ce courant politique-là, hein. Et puis en face, ça ne se passe pas tout à fait comme c'était prévu, puisque la création de l'EPALA, eh bien, elle induit une réponse des collectifs, non pas des élus locaux, mais bien de structures collectives, de mouvements écologistes qui s'emparent du sujet et qui refusent la politique d'aménagement des barrages. Alors, elle le refuse avec trois. Il y a, maintenant, et a posteriori, on peut l'analyser. Il y a trois leviers d'action. Il y a une occupation, hein, c'est la première grande ZAD de France, hein, qui est donc une occupation pendant 6 ans du site de Serre-de-la-Phare, qui était le site, la grande vallée sur laquelle devait s'imposer le premier barrage de contrôle. Ensuite, il va y avoir la production d'une contre-expertise technique qui est essentielle, et on va voir que pour que les mouvements écologistes finalement existent dans l'espace politique, et dans l'espace scientifique, il faut qu'il se dote d'une expertise, et donc ça va être le cas. Le WWF va intervenir, des biologistes vont venir et vont essayer d'imaginer finalement ce que pourrait être une gouvernance de l'eau différente de la gouvernance aménagiste classique. Et ils vont finalement l'emporter, c'est-à-dire que, alors je vous épargne, je vais très très vite, hein, mais à la création de l'EPALA, finalement, s'oppose la création de Loire Vivante, qui est ce collectif d'associations. Puis, en 1988, le président du WWF international, le prince Philippe Mountbatten, donc mari de la reine d'Angleterre, va sur le bec d'Allier déclarer Vive la Loire sauvage. Et ce petit événement médiatique, qui n'a pas beaucoup de sens, si ce n'est qu'il est extrêmement médiatique, va être finalement un déclencheur d'une grande opération de médiatisation des luttes contre le barrage, jusqu'à ce que finalement le barrage soit abandonné en 91. Et en 1994, Michel Barnier, alors éphémère, hein, il va rester 1 an ministre chargé de l'environnement, signe le plan Loire grandeur nature et acte la fin des barrages. Peu de temps après 94, en 2000, inscription du Val-de-Loire sur la liste du patrimoine mondial. Bon, on va voir que donc c'est plutôt une récupération par la patrimonialisation.
et en même temps vis-à-vis une production, une articulation de la recherche scientifique sur ce sujet-là en 2001 avec la création de la zone Atelier Loire, qui sont donc ces répartitions, cette articulation des laboratoires de recherche, mais de façon territoriale sur l'ensemble du cours du fleuve. Voilà le déroulé un peu rapide de ces 20, oui, 20, quelques décennies qui vont marquer véritablement deux visions politiques tout à fait différentes et des spécialistes. Là, vous voyez une photo, un portrait de Roberto Eplé, fondateur de Loire Vivante, biologiste, qui continue d'œuvrer, qui est toujours au bec d'Allier et qui continue de veiller via European River Network sur le destin et le bon équilibre des milieux aquatiques en Loire amont. Donc, il y a comme ça, la Loire a généré comme ça une sorte de prise de conscience, de veille, mais toujours depuis finalement une posture que défendaient d'ailleurs et que défendent toujours les milieux écologistes, c'est-à-dire une posture anthropocentrée. Et puis évidemment une réflexion ouverte à cette occasion qui est la nécessité de penser le continuum fluvial. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais la nécessité de se doter d'outils et de savoir pour mieux mesurer, mieux comprendre finalement le fonctionnement de l'hydrosystème. La zone Atelier Loire fait office évidemment d'espace d'incubation et de fabrique de savoir liés à cet hydrosystème. Elle fonctionne encore très bien. Donc, dernier volet de cette approche, et je vais essayer d'être pas trop m'étendre, mais évidemment, toutes ces considérations qui vont porter des politiques publiques, agir, lutter, finalement, prennent assez peu en compte les usages à l'échelle de la ville de Tours et même de façon un peu plus large. Tout le monde va se baigner, tout le monde a une relation directe au fleuve. C'est interdit, la baignade est totalement interdite en Loire, peu importe, en période caniculaire, tout le monde va sur les îles de Loire, non pas au mépris du danger, il n'y a pas plus, pas non plus un risque permanent, mais disons que c'est la Loire, la relation entre les communautés habitantes et le fleuve, elle est permanente et en particulier liée aux conditions climatiques. Ça, c'est un fait. Elle est aussi permanente parce que la Loire, dans ses diverses facettes, que ce soit hivernale ou dans des périodes de brume, où on voit que les quartiers, là on est en pleine ville de Tours, où on voit que la ripisylve a pris le dessus, c'est finalement un microcosme assez séduisant qui nous isole totalement finalement des formes et des représentations d'une urbanité qui serait un peu dominante si on n'avait pas cet écran de ripisylve pour le protéger. Donc c'est un corridor de biodiversité exceptionnelle. En 2019, le POLO, Pôle Art et Urbanisme, qui est une structure qui articule urbanisme et art, ou urbanisme culturel plutôt, porte un projet assez innovant et confie à Camille de Toledo, un auteur, juriste, performeur, l'idée, enfin une carte blanche sur la question finalement du rapport au fleuve. Et Camille est très inspiré par Bruno Latour, dont il est proche, mais aussi par Philippe Descola et par tout un tas d'autres de penseurs et penseuses de ce tournant ontologique, va proposer d'organiser une fiction juridique qui va s'appeler Vers un Parlement de Loire et qui va poser au cours de 13 auditions publiques quelques questions dont je vous ai un peu fait la synthèse. Que savons-nous du fleuve et de ses habitants? C'est la première question. La première question n'est pas du tout de savoir si la Loire peut avoir des droits, c'est où en sommes-nous des savoirs? Qui possède les savoirs? Comment les savoirs circulent? Est-ce qu'on est en capacité d'articuler les savoirs scientifiques et les savoirs pratiques, vernaculaires, quotidiens? Où en sommes-nous des luttes? C'est un peu l'histoire que je vous ai racontée sur SOS Loire Vivante. Est-ce qu'on se réfère à chaque fois à cette histoire des luttes et à la généalogie des luttes quand on parle du fleuve? Troisième question qui arrive et qui émerge de ces auditions, le fleuve peut-il devenir un sujet de droit? Et évidemment, de fait, le corollaire, peut-on envisager une nouvelle vision du rapport humain-nature, c'est-à-dire une articulation des représentations et surtout des relations à l'intérieur d'un système entre les humains et les non-humains? Et enfin, oui, si on considère que les entités naturelles sont des sujets de droit, alors qui pour traduire leurs intérêts? Et enfin, à quoi pourrait ressembler un Parlement de Loire si un jour il devait émerger? Ça, ce sont les questions qu'on se pose, vous voyez, sur cette trajectoire 2019, 2020, 2021, donc 3-4 ans.
et qui vont être télescopés. Voilà comment ça se déroulent les auditions du Parlement. On a un temps de travail. Donc là, vous reconnaissez peut-être Bruno Latour au milieu, et puis des philosophes, Lolita Voisin, qui est paysagiste, maître de conférence et qui a été directrice de l'école du paysage de Blois, Virginie Serna, qui est archéologue, spécialiste d'archéologie fluviale, Stéphane Cordobès, qui est urbaniste et philosophe, et Pascal Ferrand, qui est philosophe. Donc tout ça, on embarquait tous sur des bateaux, et puis on allait réfléchir à ces questions sur l'eau. Et puis de temps en temps, on faisait des périodes d'immersion pour essayer d'apprendre à écouter les milieux, écouter le vivant. Voilà, là, c'est une scène, ça se passe à l'école du paysage de Blois, où tout le monde est en profonde méditation pour essayer de comprendre à qui et à quoi nous devons nous relier. Et puis évidemment, beaucoup de séances de travail, des études de texte, des études de ce corpus que certains, dont je fais partie, découvrent un peu sur les droits de la nature, sous la houlette de Camille, qui se trouve à ma gauche. Et puis, beaucoup d'échanges avec des juristes. Là, vous avez Jacques Leroy et Jean-Pierre Marguenot, qui sont des juristes spécialistes des droits des animaux, qui viennent nous éclairer sur la plasticité du droit, sur le fonctionnement du jurisprudentiel du droit. Donc, on est un peu comme les conventions citoyennes, on vient se nourrir abondamment de tout un tas de réflexions qui vont enrichir l'approche qu'on a et qui vont finalement motiver la nécessité de repenser les relations. Il ne faut pas exclure, tout ne commence pas en 2019. Hein. En fait, cette réflexion-là, elle commencerait plutôt en 72 avec l'ouvrage de Christopher Stone, Les arbres doivent-ils plaider? Mais on pourrait aussi la faire remonter à Rachel Carson en 62, Printemps silencieux. Donc on a toute une ramification d'un courant de pensée auquel les travaux du Parlement vont contribuer modestement, mais évidemment, ce ne sont pas du tout les seuls. L'aboutissement, ce sera le fleuve qui voulait écrire, qui est publié par Camille de Toledo avec donc une reprise des auditions. Donc, si ça vous intéresse. Et puis, on va avoir tout un tas de rebondissements comme ça en miroir avec Étienne Davodo qui va s'emparer du sujet, qui va faire sa bande dessinée Loire. On va avoir au pied du barrage Martin Arnoux, qui est un des membres fondateurs de SOS Loire Vivante, qui va publier en 2025. Et tout d'un coup, on va avoir entre 2020, 2025 et maintenant des dizaines et des dizaines d'écrits qui vont de plus en plus finalement nous parler depuis les milieux, depuis les arbres, depuis l'océan, etc. On va avoir un grand courant comme ça qui va émerger ou alors qu'on va identifier de plus en plus parce qu'on s'y intéresse de plus en plus. Je pense quand même que pour ma part, l'ouvrage déterminant, c'est quand même Par-delà nature et culture de Descola qui lui pose vraiment les bases scientifiques de ce virage ontologique. Bon, rapidement sur le processus d'enquête, je pourrais y revenir, mais simplement vous dire que tout ça, c'est accompagné de dispositifs situés qu'on va installer sur les bords de Loire et qui vont interroger la façon dont les habitants, les communautés s'intéressent, s'interrogent, parlent du fleuve, s'en emparent. Et ce dispositif, bah, ça c'est un exemple, c'est quelque chose qu'on monte sur les bords du fleuve et dans lequel on va organiser des discussions, des débats, euh, des, des séances d'écoute, mais au sens propre. C'est-à-dire qu'on va aller avec des audionaturalistes écouter le vivant et montrer combien finalement nous ne sommes pas les seuls à habiter les berges de Loire et combien il va falloir apprendre à partager cet espace-là de la façon la plus équitable, la plus équilibrée possible, mais en connaissance de cause. Et donc là, on est accompagné de Boris Jolivet, qui est audionaturaliste, qui est assez connu dans le milieu des naturalistes pour sa banque de sons sur la Loire, et pas que, mais un peu, et qui va mener des ateliers. Voilà, on va aussi aller écouter, donc monter des plateaux radio pour aller entendre des gens qui vont nous parler de Loire. On a des heures et des heures d'enregistrement. Puis on va organiser des rencontres entre des chercheurs, des générations de chercheurs qui se côtoient, des biologistes, Barbara Rétoré, Ernst Zurker, chronobiologiste, et puis Julien Chapuis, qui vont mener des expéditions de collecte d'ADN environnemental, de microplastique, et puis qui vont échanger sur, par exemple, la question de la ripisylve. Quel est l'indice de biodiversité d'une ripisylve en milieu urbain? Ça, c'est un vrai sujet quand vous avez des oppositions parce que vous avez je vais prendre un exemple caricatural, mais l'ABF qui veut absolument ouvrir une fenêtre sur le monument qui est en face. Donc, ouvrir une fenêtre, ça veut dire raser des arbres dans une ripisylve. Qui tranche, qui arbitre? Est-ce qu'on fait passer le vivant avant? Mais est-ce qu'on sait de quoi on parle quand on parle de cette fenêtre végétale? Donc, tout ça, c'est quand même des questions fondamentales en termes de savoir et d'équilibre de biodiversité qu'on a énormément de mal à appréhender parce qu'on est un peu démuni en termes d'articulation des savoirs. Donc, qui on met autour de la table pour arbitrer et à quel moment est-ce qu'on tranche et en faveur de quoi? Ou de qui. Enfin, on va quand même, à la fin de toute cette aventure, rédiger un manifeste. On va quand même produire quelque chose.
un manifeste qu'on va faire signer. Donc le manifeste, c'est le plus petit dénominateur commun autour duquel il faudra que les élus s'entendent pour porter attention, prendre soin, accueillir les savoirs, j'en ai un peu parlé, représenter et défendre les intérêts du fleuve, mettre la loi au cœur des prises de décision. Hein. Ça, c'est Valérie Cabanès qui nous disait, mais comment se fait-il que dans vos décisions d'aménageurs, vous ne mettiez pas le vivant au centre de la prise de décision? C'est quand même un sujet. Ça revient un peu à la question de la ripisylve. Comment se fait-il qu'on arbitre parfois au détriment du vivant, sachant qu'on est en pleine crise de la biodiversité? Et puis, évidemment, participer à la déclaration des droits de Loire, qui est l'objectif très lointain qu'on s'était fixé. Signature du manifeste, 3 premières personnes à signer ce manifeste. Yves Dauge, que vous connaissez très probablement, qui sera heureux et qui est, lui, à l'initiative de l'inscription du Val-de-Loire sur la liste du patrimoine mondial et qui sera heureux d'être le premier signataire du manifeste. Philippe Descola, qui viendra le signer en 2023 sur les bords de Loire, qui est un des premiers aussi. Et Charles Fournier, qui est député de Tours, Europe Écologie Les Verts, qui va nous inviter ensuite à l'Assemblée pour le premier colloque sur les droits de la nature à l'Assemblée. Donc 3 signataires qui vont évidemment, leur signature et le poids un peu médiatique de l'événement va encourager d'autres élus. Un phénomène important dans cette actualité, le Covid, bon, je n'ai pas mis l'actualité, vous l'avez suivi comme moi, on l'a subi, mais aussi en juin 2020, un changement politique majeur à Tours, un maire écologiste qui est élu, Emmanuel Denis, vous l'avez vu sur les photos précédentes, et qui, lui, va évidemment changer un peu le regard et va plutôt puiser dans une politique de préservation, de conservation, plutôt que dans une politique aménagiste, en tout cas comme référentiel. Et des événements combinés, dont un qui a fait un peu parler de lui, qui s'appelle la Grande Remontée de Loire, où des bateaux vont revenir de Nantes jusqu'à Orléans et vont mettre en discussion des questions scientifiques, en tout cas une question qui va être travaillée pendant 20 escales, la question étant comment va Loire, cette question étant ensuite traduite et interprétée. Je peux vous le montrer. Voilà, je passe rapidement, mais voilà à quoi ressemble la Grande Remontée, c'est-à-dire l'interpellation qu'avait faite Bruno Latour était le premier invité aux auditions du Parlement de Loire. Et la première question qu'il nous a posée, c'est mais si vous voulez défendre le fleuve comme faisant partie de votre famille, où est le peuple de Loire? Où est le peuple qui va s'engager et qui est prêt à mourir pour le fleuve? Là, on était un peu pris de court, hein, personne n'a répondu à ce moment-là. Mais finalement, c'est étonnant parce que cette interpellation du peuple de Loire en 2019, eh bien, elle nous paraît beaucoup moins saugrenue 5 ou 6 ans après. Quand la grande remontée arrive dans un port et qu'il y a quelques centaines de personnes qui viennent accueillir les bateaux, ils ont donc c'est des savoirs nautiques. La pratique de la navigation sur la Loire n'est pas facile. C'est aussi des savoirs scientifiques, puisqu'ils embarquent des scientifiques et qu'à chaque escale, il va y avoir une discussion scientifique sur la qualité de l'eau, sur sur les épaves, sur le fonctionnement du commerce de Loire au XVIIIe. Enfin, il y a tout un tas de sujets. Eh bien, on va mesurer que cet engouement, cette relation met en tout cas tisse un lien fort entre des communautés habitantes et des communautés navigantes. La ville de Tours restera au centre un peu de centre de gravité du dispositif. Là, vous voyez, en 2023, le maire Emmanuel Denis, donc 3 ans après son élection, qui vient, il a mis un certain temps à s'emparer du sujet, mais il vient avec d'autres élus discuter avec Maude Lefloc, la directrice du Polo, qui avait été à l'initiative de cette action du Parlement de Loire, et on va progressivement, à travers des événementiels, à travers des petites actions, intéresser la ville, en tout cas la ville au sens politique du terme, à ce sujet-là, à telle enseigne que la ville va nous inviter et va finalement accepter de relever le défi, elle va nous inviter au conseil municipal pour présenter un bilan de santé du fleuve, en disant, bah, vous qui visiblement travaillez sur ces questions, ces indicateurs, etc., eh bien, faites rentrer le fleuve en démocratie. Racontez-nous finalement comment va le fleuve dont on dépend et venez présenter chaque année. Donc, on vient en conseil municipal. On est 5, biologistes, écologues, géographes, paysagistes, sédimentologues, à venir parler du fleuve et des conditions de santé du fleuve. Alors, on vient surtout raconter qu'on ne sait pas grand-chose. C'est un peu le bilan de ce bilan de santé, c'est de dire bah, finalement, on est assez démunis pour essayer de penser de façon holistique la santé des milieux.
on est assez démunis parce que même quand on fait de l'interdisciplinarité, il faudrait réunir tellement de compétences pour le moment qu'on n'a pas pris le temps et en tout cas, on a du mal à articuler ces événements-là pour essayer de coller à la grande dynamique One Health qui se fait jour en ce moment dans les milieux de la recherche. Mais l'exercice a été poussé par la ville. La dernière interpellation, c'était le 24 novembre, à l'occasion du conseil municipal. Et on ne désespère pas, donc, donc, Emmanuel Denis ayant été réélu, que cette politique de concernement perdure. Bon, voilà, ça c'est vraiment comment c'est l'exercice qu'on essaye de mener. Et puis enfin, voilà, c'est peut-être une image de fin. Et c'est pour ça que je vous disais finalement l'accueil de la Loire comme un citoyenne d'honneur, la ville de Tours, c'est pas qu'anecdotique. C'est vraiment une politique qui a été voulue. Là, vous voyez donc Emmanuel Denis qui déclare Loire citoyenne d'honneur. On est à la Guinguette, donc on est dans un espace assez festif. Donc tout ça est assez intriqué, hein, imbriqué. On est loin des codes traditionnels de la représentation, mais pour autant, dans la mesure où il faut essayer d'accompagner un virage ontologique, c'est-à-dire véritablement une transformation des représentations, il est accompagné là de deux acteurs. L'un que vous voyez en noir qui va représenter et parler au nom des micas noirs. Alors le mica noir est un sédiment transporté par le fleuve qui est arraché du massif central et qui se promène dans l'eau. Donc il va raconter le récit du mica noir qui finit par devenir de la nourriture des poissons. Donc finalement le trajet sédimentaire qui est assez méconnu, hein. Et puis la comédienne qui est à côté qui elle parle au nom des sternes Pierre Garin qui sont cette variété d'oiseaux migrateurs extrêmement fragiles et qui nichent, qui ont la particularité de nidifier sur les grèves de Loire et qui sont totalement dépendants finalement du milieu ligérien. Et donc cette Loire citoyenne d'honneur va être finalement une porte d'entrée vers un nouveau monde qu'on a du mal encore à baliser, à borner, puisqu'on est tous en train de tâtonner dans ce rapport qu'on doit essayer de tisser avec les non-humains et avec lesquels il va falloir quand même apprendre à négocier. Voilà. Voilà à peu près, je vous donne l'actualité. Donc là, c'était il y a 2 ans, et puis on continue. Cette année, enfin l'année dernière, en 2025, c'était la grande remontée. Et on va vers une production d'un travail scientifique, bien sûr, hein, tout ça est assez encadré quand même. Je crois que je vais m'arrêter là. Et puis voilà, je dis, je vais terminer là-dessus. Effectivement, faire entrer la loi en démocratie, c'est aussi la représenter dans un espace démocratique. C'est à l'Assemblée nationale, à l'invitation de Charles Fournier, où le 30 avril 2025 s'est tenu le premier colloque sur les droits de la nature. Voilà, je vous remercie. C'était un peu Merci. rapide. 1000 kilomètres et 50 ans en 20 minutes, bravo. Merci beaucoup. Jean-François, je te fais porte-micro officiel. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, j'en aurais. Mais... Alors, peut-être pour lancer les réveiller les uns les autres, là. Je vais vous taquiner. Vous n'avez pas employé le mot de patrimoine. Comment est-ce que vous l'intégrez? Est-ce qu'il est intégré, intégrable dans cette réflexion? Oui, oui, il est totalement intégré et intégrable, parce que pour nous, il n'y a plus maintenant de césure entre ce qui relèverait d'un patrimoine lié à nos productions humaines, donc les artefacts, et un patrimoine naturel ou lié à des écosystèmes. On englobe tout ça dans un pluriel. Et oui, oui, il l'est totalement. Oui. Et Pas donc, de distinction. ça n'est pas non plus un mot tabou. Pas du tout. Non, 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 c'est plutôt au cœur. En tout cas, nous, à la mission Val-de-Loire, on a à Oui. cœur de ne plus distinguer les patrimoines et d'essayer justement d'avoir. Bon, on en a un petit peu parlé, mais c'est l'un de nos sujets en marge de ces questions de droit de la nature. Moi, je suis pas juriste, hein, donc je regarde ça avec un intérêt plutôt avec une visée anthropologique. Mais c'est aussi de considérer que l'ensemble des monuments, l'espèce de grand, de vaste écosystème, hein, il y a 900 monuments sur le périmètre jaune que je vous ai montré, ce sont aussi des refuges de biodiversité. Et donc, il y a bien une discussion, un dialogue et un travail intéressant autour des patrimoines. Et qui, enfin, à mon sens, un des enjeux du patrimoine, c'est d'avoir des gens pour le porter, ce patrimoine. Ce peuple de Loire, comment vous arrivez à le faire irriguer au-delà des gens qui peut-être étaient des gens militants depuis très longtemps? Non, C'était des... alors j'ai pas parlé de cette actualité-là, mais l'une des actualités les plus intéressantes pour faire le lien avec la question, c'est que les savoirs nautiques ligériens, donc cette capacité à comprendre comment naviguer sur un milieu, et les néo-bateliers que vous avez vus sur les images, certains et certaines, d'ailleurs ça se féminise de plus en plus comme pratique, c'est la
finalement la convergence d'un intérêt pour la navigation traditionnelle, mais aussi pour les milieux. Donc on est vraiment au point de contact entre l'héritage patrimonial et l'intérêt pour l'écosystème ligérien, sauf que c'est vu effectivement sous un angle qui n'est plus du tout folklorique comme ça a pu l'être dans les années 80-90, mais plutôt dans une tradition qui, elle, permet de renouer en fait avec des enjeux, avec à la fois une conservation et en même temps des enjeux écologiques. Une question. Oui, j'ai une question linguistique un peu anecdotique, Peut-être vous mais représenter, parce que Bruno n'était pas là ce matin. oui, Jules Valentin Boucher, architecte et enseignant en histoire de l'architecture. Non, j'étais un peu surpris que vous enleviez l'article de Loire, Parlement de Loire, comment va Loire, Mm. bilan de santé de Loire. Est-ce que c'est un choix ou Ah oui, oui, c'est un choix, oui, tout à fait. oui, est-ce que vous pouvez l'expliquer? Non, non, bah, c'est un choix, effectivement, à partir du moment où c'est une personne, l'article tombe de fait, puisque, effectivement, dans cette grande communauté, et ça singularise véritablement, enfin, c'est vraiment le marqueur de ce virage, justement, entre la Loire, donc un objet, et puis Loire, sujet d'une vaste famille du vivant. Vous voyez, c'était un choix qui avait été assez bien assumé. D'accord, merci. Oui, ça intéresse. Est-ce qu'il y a Seine et Alors, Saône et Rhône sont en train de grandir? Saône, Rhône, Seine, il y a beaucoup d'initiatives assez proches, hein, alors qui ne prennent pas forcément la même force, que c'est tout à fait propre au contexte ligérien, ce que je vois avec les trajectoires politiques, etc. Mais on est assez régulièrement mis en relation avec Garonne, avec oui, oui, des initiatives. Il y a eu c'était au théâtre de l'Odéon, je crois, une performance autour du Parlement de la Seine. Oui. Florence? Oui, Florence Babix, architecte du patrimoine. À une époque, j'ai beaucoup travaillé sur les ouvrages de navigation en Loire, les épis, les perrets. Et justement, on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait des conflits d'usage entre le monument qui, lui, par exemple, les épis n'avaient pas d'arbres à l'origine et étaient complètement ravagés par les racines, les kayakistes qui voulaient pouvoir passer, les pêcheurs qui voulaient surtout pas qu'on y touche. Comment vous résolvez ça au quotidien? Parce qu'il y en a tout le long. Alors pour la question des épis, il y a une politique qui ne va pas forcément aller dans le sens de ce que vous évoquez, mais d'arrasement des épis de Loire, et non pas pour, enfin, c'est pas, l'intention n'est pas de faire disparaître du patrimoine technique, mais c'est pour remobiliser du sédiment, parce que les épis ont été construits, alors pour ceux de la partie angevine, assez tardivement, hein, c'est fin 19e, début 20e, les dernières constructions d'épis. Et ce sont des pièges à sédiments. Donc, pour forcer le chenal, forcément, les épis viennent stocker des sédiments. Et donc, les politiques des sédimentologues qui suivent un peu les écoulements sédimentaires ont été d'essayer de les écourter pour libérer du sédiment, essayer de colmater un peu le matelas sédimentaire. Enfin, ça reste très. Mais alors, nous, on ne peut que constater, parce on n'a aucun moyen et que l'État en a de moins en moins. Et pour agir à ces échelles-là, particulier pour, par exemple, le Duy d'Orléans. La ville d'Orléans a ce magnifique Duy en face, hein. C'est extrêmement difficile, parce que ce sont des linéaires très conséquents et des travaux qui sont tout de suite assez pharaoniques à régler. Mais si on est bien conscient à la fois de la valeur technique, donc qui sont assez bien inventoriés, et en même temps de la grande fragilité et qui suppose des arbitrages. Vous l'avez évoqué. Bonjour, Mireille Guignard de l'AMIC, Mission interministérielle pour la qualité de la construction publique. J'ai un peu suivi le Parlement de Loire et il y a une notion que je trouve très intéressante et qui est en décalage avec toute la réflexion urbaine et architecturale, peut-être même paysagère. C'est cette notion d'espace de concernement dont je parle beaucoup. Maintenant, je m'en fais un peu l'écho en opposition avec le périmètre, en fait. Et à chaque fois, quand je parle du Parlement de Loire, on me pose la question du périmètre. Donc, est-ce que tu pourrais en dire un petit mot Du périmètre du Parlement du périmètre de de la cette Loire, réflexion-là. de la réflexion, ou C'est, même, ouais. on va se référer aux biorégions, c'est-à-dire que pour nous, le bon périmètre, c'est le périmètre du bassin versant, c'est-à-dire le périmètre de réflexion. Alors, ça ne veut pas dire que c'est possible, mais en tout cas, le périmètre d'étude devrait être à minima ce périmètre-là. C'est-à-dire l'interdépendance est quand même liée à l'écoulement et donc au bon fonctionnement ou pas de l'hydrosystème à l'échelle du bassin versant.
Et que veut dire là, du coup, la notion d'espace de concernement dont j'essaie de faire passer cette notion, en fait. Voilà. Alors pour nous, tu sais, c'est c'est les liens qu'on tisse avec le travail de Bruno Latour entre concernement et attachement. C'est-à-dire comment, effectivement, on se sent relié à, et concerné par. Alors ça va être beaucoup plus situé finalement. Parce qu'il y a ce grand périmètre de réflexion. Et puis après, il y a effectivement un concernement qui attache les collectifs à leur territoire, c'est-à-dire au mode d'habiter. Et donc, se sentir concerné, c'est finalement la question des savoirs. C'est est-ce que le savoir que je véhicule au quotidien est habilité, est-ce qu'il peut rentrer et circuler dans la communauté des savoirs, et ce faisant, de fait, me sentir concerné par le devenir et la transformation de ces territoires. Donc, bon. Mais et du coup, parallèlement à cette action du Parlement qui nous semblait qui est massive et puis qui maintenant s'est transformée, hein. C'est devenu l'international des fleuves, porté par Camille de Toledo, qui va atterrir à Bourges pour Capitale européenne 2028. Donc ça prend des nuances, des échelles, et puis ça prend presque une option méta. On n'est plus trop localisé. On a eu le réflexe localement de refaire du situé. Et donc de développer un projet d'école territoire de Loire en disant mais il ne faut pas qu'on oublie finalement justement le concernement des communautés locales et la façon dont elles travaillent quotidiennement et de façon finalement beaucoup plus légitime que nous à cette relation avec le fleuve. Est-ce que ça suscite d'autres questions ou remarques? Alors, Gaëlle, qui était intervenue ce matin pour... Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Ça évoque plein de choses. En effet, nous, au département de la Seine-Saint-Denis, on a été invités récemment justement à une escale Alors, je sais, je cherchais justement, c'était l'appel des rivières. Ils étaient Bateau labo. Voilà, le bateau là, très Ouais. bien, qui est remonté participé. jusqu'à l'île Saint-Denis en escale et qui a organisé une journée de discussion qui, oui, ça permet vraiment d'ouvrir les chakras, comme on dit, parce que c'est vrai que nous, on n'entend pas forcément dans l'administration beaucoup parler de ces concepts-là encore, donc ça fait du bien. Mais je me posais la question aussi enfin, ça revient peut-être à la question initiale de Stéphanie, mais sur comment vous faites pour embarquer aussi des habitants non militants ou totalement voilà, comment dire, éloignés de ces sujets, de ces sensibilités voilà, dans vos Alors, projets. je ne suis pas sûr qu'on embarque tous les habitants, Bien sûr. loin s'en faut, mais en tout cas, les riverains, là, enfin, en tout cas, nous, les expériences qu'on mène pour essayer de les embarquer ou de comprendre la façon dont ils peuvent nourrir un lien avec les milieux, ce sont les escales, sont tous les événements qui sont articulés et qui les invitent à prendre la parole finalement. Là, en ce moment, on mène une expérience sur l'île de Chalonne. L'île de Chalonne-sur-Loire, c'est à côté d'Angers. C'est une très grande île fluviale, elle fait presque 15 km. Elle est totalement submersible. Et on va faire des enquêtes auprès des habitants pour savoir comment ces habitants portent un savoir finalement de vie et d'habiter en conditions de submersibilité. C'est-à-dire des choses qui nous paraissent, aux yeux du PPRI, c'est censé être tout à fait interdit. Eux militent et s'opposent systématiquement à l'administration pour continuer de vivre sur l'île. Et donc, ils sont porteurs, finalement, d'une articulation de pratiques d'organisation sociale qui leur permettent finalement de résister aux crues, en tout cas momentanément. Donc, ça nous intéresse. Donc, c'est à nous, finalement, de nous déplacer pour essayer de voir ce qui se passe localement. Il n'y a pas vraiment un soulèvement, on pourrait souhaiter, hein, mais il n'y a pas un soulèvement massif. Par contre, c'est à nous vraiment de mener des enquêtes, un peu comme des enquêtes ethno, pour essayer de voir comment ces collectifs s'organisent et finalement, est-ce que les travaux qu'on mène répondent ou accueillent avec une certaine bienveillance ces savoirs-là. Ouais. Et est-ce que ça a été intégré dans le programme du maire réélu, ces sujets sur la Loire, sur l'eau, et discuter du coup peut-être en réunion publique, etc. Oui. Alors, oui, j'ai pas évoqué, mais avant les élections municipales, on a invité les élus de Tours, d'Ancenis, enfin des bords de Loire qui voulaient, à venir présenter leur projet pour le fleuve. Ouais, pour Loire, c'était assez étonnant comme démarche. C'était au Polo, hein, donc, et on a fait une matinée d'audition
d'élus et Emmanuel Denis et des élus de la ville de Tours sont venus présenter, mais d'autres élus, d'autres groupes politiques sont venus présenter aussi d'autres visions. C'était assez intéressant pour Tours. Alors, évidemment, comme ça se passe à Tours, c'est plus facile. On a plus facilement des élus de Tours. Mais d'autres, les élus d'Ancenis sont venus, des élus de Blois, d'Orléans sont venus discuter de cette relation. Donc, c'est en train quand même de percoler un peu sur les bords de Loire. Évidemment, les tendances politiques, forcément, sont plutôt favorables du côté Europe Écologie Les Verts ou du côté d'une pensée de l'écologie et moins quand on est dans une pensée de l'aménagement et de la technique. Ça, c'est une évidence. Mais pour autant, ça n'exclut pas les relations. Et quand on a des échanges à l'intérieur du conseil municipal de Tours, y compris avec l'opposition actuelle au maire, enfin, tout le monde s'entend pour considérer le fleuve. Mm. Donc, il y a au moins un consensus sur l'entité. Allez, on va arrêter ces échanges, ou plutôt qu'ils font que commencer. Ah, c'est un vaste collectif qui porte le projet. Le portage de projet, c'est fondamental. Oui, et En fait, il y bien, a la mission Val-de-Loire qui est la structure de gestion pour le bien patrimoine mondial. c'est ça. Et on a une difficulté dans ces grands territoires, c'est comment on va amener tout le monde dans le projet. Et ça, et l'engagement politique qui va avec. Alors, on a, en fait, c'est un grand collectif qui s'auto-organise plus ou moins bien. Le premier des collectifs, c'est celui qui s'appelle Vers un Parlement de Loire, là, vous l'avez. Et puis après, on est en lien dans cette espèce d'écosystème avec la MSH, Centre Val de Loire, avec la zone Atelier Loire qui couvre un territoire plus grand, avec des laboratoires du CNRS, avec le Polo. Enfin, on a vraiment un groupement. Et puis après, en fonction des types d'événements à produire, c'est tel ou tel acteur qui va s'emparer du sujet. C'est la mission qui a porté la grande remontée en 2025, parce qu'on était au bon endroit et qu'on avait les moyens de le faire. Ça va être le Polo qui va porter l'interpellation des élus. Ça va être la MSH qui va porter une conférence scientifique. Voilà. Donc en fait, on va articuler comme ça, l'important étant que chaque acteur de cet environnement-là s'empare à un moment donné d'un sujet.